Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce 4e podcast de la chaire Reset, réseau électrique et société en transition, on va vous parler en compagnie d'Antoine Baccini pour ce 4e podcast de l'empreinte énergétique des joueurs en général, du gaming, des joueurs qui jouent sur PC, sur console. Antoine a cherché à comprendre quel est l'impact électrique de la consommation des machines. Alors on n'a pas l'habitude de lier écologie et sobriété énergétique avec l'industrie vidéoludique. Pourtant, les consoles comme les ordinateurs doivent être branchés sur ce secteur pour fonctionner. Quel est leur impact ? Alors c'est vrai que l'empreinte environnementale du gaming, elle est loin d'être négligeable en fait. Dans le monde, on estime qu'entre 2 et 3 milliards d'individus consomment des jeux vidéo. Ainsi, aux États-Unis, les joueurs PC à eux seuls consomment l'équivalent de 75 milliards de kilowattheures d'électricité par an, l'équivalent de la production annuelle en fait de 25 centrales électriques. Par exemple, en Californie, la dépense énergétique liée au gaming sur PC représente 5% des dépenses annuelles totales en électricité pour cet état, l'équivalent des dépenses énergétiques en fait générées par 10 millions de nouveaux réfrigérateurs. Aux États-Unis, de manière globale, la consommation électrique liée au gaming coûte l'équivalent de 6 milliards de dollars en électricité tous les ans. Le PC forme donc à l'origine le gros de ces dépenses, et donc ces 6 milliards-là, c'est plus que les lave-vaisselle, les lave-linges ou les réfrigérateurs. Le jeu vidéo est ainsi en fait l'une des principales sources de dépenses énergétiques de bon nombre de foyers. Cela génère évidemment des émissions de gaz à effet de serre, puisque les gamers américains émettent chaque année 12 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui est l'équivalent de plus de 2 millions de véhicules. Ce qui est intéressant, c'est que ces questions en fait restent largement tabous au sein de l'industrie du jeu vidéo. Mais ces chiffres dithyrambiques que tu nous annonces, parmi la guerre des consoles qui fait rage entre constructeurs, comme on le sait entre Sony avec sa PlayStation, Microsoft avec sa Xbox, et Nintendo avec actuellement sa Switch. Ces problématiques a-t-elle été intégrées dans cette guerre des consoles en tant qu'argument de vente par exemple ? En effet, il existe des différences massives entre les consoles qui vont consommer de 5 kWh par an, ce qui est en fait négligeable, à 1200 kWh par an, ce qui est l'équivalent de laisser une ampoule de 60 watts allumée pendant 2 ans. Ainsi, une Nintendo Switch va coûter à son propriétaire l'équivalent de 5 $ en électricité par an, tandis que le PC d'un true gamer, entre guillemets, peut coûter à son détenteur jusqu'à 400 $ en électricité par an. Il est estimé que la PS4 et la Xbox One consomme en moyenne 3 fois plus d'énergie que la Wii. Ainsi, une Wii va utiliser 34 watts en Play Mode contre 137 pour une PS4. La NRDC, la Natural Resources Defense Council, estime qu'en moyenne, la Xbox One consomme 233 kWh par an, la PS4 181 kWh par an et la Wii U donc 37 kWh par an. Ainsi, la Xbox One s'impose comme la plus gourmande en énergie puisqu'elle consomme en moyenne 30% de plus qu'une PS4 et plus de 6 fois plus qu'une Wii U. On peut donc considérer, maintenant que cette nouvelle génération de consoles est bel et bien installée, que l'énergie dépensée en fait chaque année aux États-Unis pour alimenter ces consoles est équivalente à 10 milliards de kilowattheures, soit 1 milliard de dollars en facture électrique. Oh mon dieu, je sens que ça va exploser! C'est assez pour alimenter l'ensemble des foyers de Houston pendant un an, qui est quand même, il faut le savoir, la 4e plus grande ville des États-Unis. D'accord, mais depuis la 6e ou 7e génération de consoles, je parle de la génération, c'est la 7e avec la PS3 en particulier, la Xbox et la Wii U, les consoles elles peuvent se mettre en veille ou le mode stand-by pour permettre le téléchargement de données au repos ou de reprendre en quelques secondes la partie en cours. Mais ce mode du coup, est-il énergivore en soi ? Eh bien ouais, carrément, parce qu'en fait, le problème, c'est que toutes ces nouvelles consoles, elles consomment chaque année davantage d'énergie en veille qu'en étant utilisées pour jouer, en fait. Et la Xbox One est celle qui consomme le plus d'énergie en veille, alors que la PS4 consomme plus d'énergie en gaming mode. En effet, presque la moitié de la consommation électrique annuelle de la Xbox One est le fait de son mode veille. La console reste en effet active, en fait, prête à ce que son propriétaire utilise la commande sonore conçue pour l'allumer au mot Xbox On, et ce même en fait durant la journée ou au milieu de la nuit. Cette fonctionnalité doit être améliorée et modifiée par Microsoft, parce que si cela n'est pas fait, en fait, cela entraînera un gaspillage de 400 millions de dollars en facture électrique par an, l'équivalent de la production annuelle d'une centrale électrique d'importance. À la façon des box, comme on
le sait, en France, c'est un peu une particularité française de fournir des box aux utilisateurs, aux usagers, des clients, des fournisseurs d'accès à Internet, donc des FAI. Les consoles promeuvent des fonctionnalités multimédia qui sortent du cadre du jeu vidéo. On utilise sa console aujourd'hui pour regarder un Blu-ray ou pour une série sur une plateforme de streaming. Moi particulièrement, c'est ce que je fais. Ou on peut aussi s'en servir pour afficher des photos, surtout quand on a un appareil photo 4K et qu'on a une télé et la console qui permet d'en afficher. C'est super en famille de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui font ça. Ça évite de brancher ça sur un PC, le raccorder par l'HDMI. Est-ce que cette pratique du multimédia, des consoles qui sort du coup du cadre vidéoludique, donc du jeu en soi, de cette plurifonctionnalité, que ça joue sur la facture électrique? Alors oui, complètement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu dis, entre 2005 et 2013, les fonctionnalités des consoles se sont étendues bien au-delà du simple gaming, en fait. On peut désormais regarder des films en ligne, écouter de la musique, etc., en passant par nos consoles. Et évidemment, cela a participé à multiplier le temps passé par l'usager sur sa console. Concernant la fonctionnalité de la PS4 et de la Xbox One de lire des films, celle-ci est vraiment très dépensière en énergie, puisque l'usager consomme ainsi 30 à 46 fois plus d'énergie que s'il utilisait Apple TV ou Google Chromecast. Si l'ensemble des usagers de la Xbox One des États-Unis consommaient tous les films qu'ils visionnent par le biais de leur console, ils dépenseraient en fait pour cette seule fonctionnalité 3 milliards de kWh par an ou 300 millions de dollars en facture électrique, c'est-à-dire assez d'électricité pour alimenter l'ensemble des foyers de Boston pendant une année. Mais alors ces données, encore une fois, monstrueuses que tu nous annonces, on parle en millions, par milliards de kilowattheures par an, sont-elles imputables aux consoles actuelles, donc de la 8ème génération? Jouer à un jeu vidéo a-t-il toujours été énergivore depuis la naissance des jeux vidéo, depuis Pong par exemple? Alors c'est vrai que l'appétit en énergie des consoles va beaucoup dépendre de leur génération en fait. Ainsi, les consoles des années 90 en fait, elles étaient vraiment peu gourmandes en énergie, puisque une Super Nintendo sortie en 91 ou une Nintendo 64 sortie en 96 consommait autour de 10 watts en Play Mode. C'était la même chose pour une PlayStation 1. Ensuite, en fait, dans les années 2000, on est dans une dynamique qui est entre le pic d'une gourmandise en énergie et un progrès en fait à la fin de la décennie, puisque la PS2 sortie en 2000 et la GameCube sortie la même année consomme autour de 25 watts en Play Mode, la Xbox en 2001 autour de 60 watts. Ensuite, cela a beaucoup augmenté, puisque la PS3 en 2006, lors de son lancement, consommait près de 190 watts en Play Mode, ce qui est un record, tandis que la Xbox 360, sortie un an plus tôt, consommait autour de 170 watts en Play Mode. Ensuite, en fait, cela s'est amélioré avec les incarnations suivantes de ces consoles, puisque la dernière PS3 Slim, sortie en 2013, consommait en moyenne 70 watts en Play Mode, et la dernière Xbox 360 Slim, sortie en 2013, consommait, elle, en moyenne, aussi 70 watts. Tandis que la Wii, sortie en 2006, elle, restait raisonnable à 20 watts en Play Mode. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Dans les années 2010, on a observé une nouvelle augmentation, en fait, de la demande énergétique des consoles, sans que celle-ci n'égale non plus le pic qui avait été atteint, en fait, au milieu des années 2000, puisque la PS4, sortie en 2013, consomme 140 watts en Play Mode, la Xbox One, sortie la même année, 110 watts, et avec la Wii U, sortie en 2012, on monte à près de 40 watts en Play Mode, ce qui est donc évidemment plus que la Wii, mais bien moins que ses concurrentes. Mais alors du coup, si on suit ta logique, on comprend que les versions slim, donc les versions allégées dans une génération de consoles, donc c'est-à-dire par exemple la PS3 Slim que tu as cité, consomme moins d'énergie, et on sait que justement le fait de rapetissir, de rendre plus petit des composants, notamment c'est le processeur qui est très énergivore, permet justement d'affaiblir la charge de chaleur, en fait la température, et de ce fait de mobiliser moins d'électricité pour refroidir la machine, refroidir l'ensemble, et donc du coup permettre des économies, donc comme tu viens de le citer. Et d'ailleurs la 9ème génération de consoles qui va débouler d'un instant à l'autre, comme on sait en novembre ou en décembre, par Sony et par Microsoft, est-ce qu'on peut imaginer de la part des constructeurs et à la fois des joueurs une future éco-responsabilité? Tout
est possible, on peut envisager différentes trajectoires. Puisque en fait, d'un côté, l'impact écologique du jeu vidéo pourrait aller en grandissant. Ce marché est évidemment sans cesse en expansion, puisqu'il ne concerne plus que les adolescents, mais aussi les adultes qui ont grandi avec les premières consoles personnelles dans les années 80, mais surtout les années 90. Et on estime que 2/3 des foyers américains possèdent aujourd'hui une console. Selon Evan Mills, qui est un expert dans le domaine de l'énergie et un scientifique au sein du Lawrence Berkeley National Laboratory aux États-Unis, la demande électrique liée au gaming en Californie pourrait progresser de 114% dans les 5 années à venir. Oh non. Cette demande grandissante en énergie du gaming est liée à différents facteurs en fait, notamment la globalisation des équipements de réalité virtuelle ou du cloud gaming qui provoque en fait une explosion de la demande en électricité de 60% supplémentaires pour les ordinateurs fixes jusqu'à 300% pour les ordinateurs portables. Si la qualité des jeux vidéo s'est largement améliorée en fait depuis les années 80, cela a un coût en énergie et donc un coût forcément qui va être aussi environnemental. Parce qu'un jeu actuel demande en moyenne 50 fois plus d'électricité que ne le faisait Pong, l'un des premiers jeux vidéo d'arcade. Les processeurs graphiques de plus en plus puissants sont aussi une cause importante en fait de dépenses en énergie et peuvent être responsables de plus de 50% des dépenses énergétiques générées en jouant. Cependant, d'un autre côté, l'espoir est aussi permis, puisque comme tu le disais, les consoles sont régulièrement mises à jour et améliorées, notamment pour les rendre donc plus économes en énergie, même si ce n'est pas la priorité non plus des fabricants. Cependant, comme le signale Mills, si les gamers changeaient leurs habitudes en essayant de les rendre davantage éco-responsables ou en investissant dans des équipements moins gourmands en énergie, il serait envisageable de voir une baisse en fait de la demande électrique liée à cette activité de 24% dans les 5 années à venir. Les scientifiques demeurent globalement confiants sur les possibilités de réduire ces dépenses en améliorant dans ce sens les PC et les consoles. D'ailleurs, ces dernières années, déjà, les consoles sont devenues plus économes qu'elles ne l'étaient dans les années 2000, comme on l'a signalé tout à l'heure, permettant de moindres dépenses en énergie tout en améliorant l'expérience des joueurs. Cependant, l'un des éléments déterminants demeure évidemment le comportement de chaque joueur, ses réglages, son équipement, le temps passé à jouer, etc. Donc la responsabilité est aussi individuelle, bien sûr. Merci beaucoup Antoine pour ces précisions sur la consommation énergétique des joueurs, un sujet qui nous a particulièrement intéressé, surtout toi en particulier, t'étais animé par ce sujet-là, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on pose rarement sur la table finalement, et je trouve que tu l'as plutôt bien travaillé. On se retrouve la semaine prochaine pour un 5e et dernier podcast en partenariat avec le Bordeaux Geek Festival, pendant lequel on traitera, à mon avis, si tout se passe bien, des représentations visuelles et sonores de l'électricité dans notre monde et aussi dans la pop culture.